Bonjour Laetitia. Bonjour. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui dans The Soulmate Show. Et pour plein de raisons. La première, j'adore nos discussions. À chaque fois, on a plein de sujets hyper profonds et on débat sur plein de choses. Et on va y revenir. Et la deuxième, c'est que j'adore les histoires, tu sais, que moi j'appelle battement d'ailes de papillon, pardon. Quand on prend une décision et que finalement, elle change complètement notre trajectoire de vie. Et je trouve que tu es une jolie illustration de ça. Pour planter un petit peu le décor et puis te présenter, tu as été distinguée à 4 reprises en tant que meilleure actrice, et notamment dans ton rôle du docteur Chirine, qui est l'un des rôles principaux de la série Netflix au succès mondial, Fauda. Tu as joué aussi récemment dans le film d'Yvan Attal, Les choses humaines. Et tu es aussi l'héroïne du film Entre deux trains avec Pierre Rochefort, qui sortira le 10 novembre. Oui. Alors, avant de découvrir comment tu es passée de l'architecture au statut d'actrice internationale, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît ? Alors, exercice toujours difficile de se présenter. Moi, je tiens toujours à dire que je suis artiste et actrice, même si il y a beaucoup de choses qui rentrent dans la case artiste qui sont en sommeil, du moins aux yeux du public, en fait, mais qui ne peuvent pas l'être à titre personnel, parce que sinon, je crois que je serais éteinte complètement. Effectivement, j'ai commencé d'abord par l'art graphique, l'art, plein de formes d'art différentes d'ailleurs. J'ai touché à beaucoup de choses dans l'enfance et donc je n'attendais absolument pas à devenir actrice un jour, en fait. Et alors, comment ça t'est venu justement cette envie de devenir actrice ? Parce que moi, ce qui me fascine, c'est vraiment que tu as vraiment travaillé dur dans ces études d'architecture. C'est vrai qu'on pourrait se dire que quand on s'investit autant dans ces études, finalement, on peut peut-être pousser jusqu'au bout, même si au fond de son cœur, on va faire autre chose. Et toi, tu as fait un choix qui est très courageux, qui est celui de te dire, OK, l'architecture, finalement, non, de ce que j'ai compris. La route, déjà, qui m'avait amenée à l'architecture n'était pas la bonne, en fait. C'est-à-dire que dès le début, quand on est enfant, on nous demande qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande. Ouais. Et on a des listes avec des trucs à cocher ou des statistiques. Et puis à la fin, ça nous donne un résultat. Enfin, moi, je me rappelle de ça. J'étais là, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et je crois que ça avait donné artiste ou un truc de la scène, quoi. Sauf que j'avais pas du tout... Moi, je crois qu'à l'époque, j'avais peut-être jamais vu de pièce de théâtre. J'allais beaucoup au cinéma, je voyais beaucoup de films, mais j'avais pas du tout de... Voilà, j'habitais en Ardèche et j'avais pas accès à ça, en fait. On avait accès à énormément... avec mes parents qui sont artistes à côté de leur métier, qui sont dans le médical, mais qui à côté font de la peinture et de la sculpture. Je pense que ma mère nous a abreuvés de tout ce qui peut exister en art plastique, en tout travaux manuels, en n'importe quoi. Je crois qu'on a tout essayé. Et ça me paraissait juste logique de continuer là-dedans et de traduire le monde, en fait, à ma façon, avec de l'art. Mais sauf qu'après, on te dit, oui, mais avec ça, il faut choisir un métier. Donc, en fait, il n'y avait pas d'issue. Moi, je voyais absolument pas comment on pouvait faire ça. Donc, je me disais, très bien, ça va être mon loisir. Mais c'était irrecevable. En moi, il y avait quelque chose qui se disait, tu ne peux pas laisser ça comme un loisir, c'est pas possible. À quel moment tu t'es dit ça, en fait ? Toujours. Je me rappelle quand j'avais 8 ans, je crois que j'ai dit à ma mère, de toute façon, j'aurai pas de patron. Alors déjà, boum, ok, très bien. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je sais pas. Mais j'avais ce truc... je voulais être libre. Je comprenais pas comment les gens Alors attention, c'est pas du tout un jugement. Moi, petite, je ne comprenais pas comment on nous donnait des ordres en tant qu'adulte et qu'il allait falloir les suivre toute notre vie. Qu'un patron nous donne des ordres pour faire des trucs qu'on n'avait pas envie de faire. Je comprenais pas. Je me disais, moi, je suis pas venue ici pour ça, quoi. Au moins que je fasse des choses qui me plaisent. Sauf que dans le cadrage, on va dire, le moule dans lequel on voulait nous faire entrer, il n'y avait pas, en fait, de solution. Tu parles scolaire, oui, là ? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas. On m'a pas dit, tu peux être artiste contemporain, par exemple. On me l'a pas dit. Ce qui fait que j'ai passé des concours qui étaient en accord un peu avec... déjà, j'ai fait S, donc maths, alors que je suis extrêmement nulle. Ouais. Mais je l'ai fait parce qu'on m'a dit, tu n'y arriveras pas. Et je supportais pas qu'on me dise, tu n'y arriveras pas. On me l'a dit dès la primaire. Et en fait, au collège, j'ai lutté. Et au lycée, on m'a dit, t'es extrêmement douée en littéraire. Il faut que t'écrives. Je dis, oui, je sais, je gagnais des concours. Je gagnais pas tous les concours d'écriture, mais beaucoup. Donc, en fait, j'étais passionnée par ça. C'est ça qui m'a amenée après à actrice. Je t'expliquais comment. Ouais.
Mais on m'a dit, t'y arriveras pas. J'ai dit, dans ce cas, je le ferai. Et j'ai souffert là pour le coup, parce que vraiment les maths, pour moi, je ne comprends pas. J'y arrive pas. J'ai fait beaucoup de cours particuliers et j'ai réussi à avoir ce bac S. Mais je l'ai eu parce que je me disais, puisque t'es déjà riche naturellement avec l'écriture, si tu fais L, tu vas pas t'enrichir plus, en fait. Donc, il faut que tu combles tes manques. Donc, je voulais faire des maths, de la biologie, de la physique. Et j'adorais la biologie. J'adorais l'humain, le corps humain, l'humain. Et pour moi, la biologie, c'est magnifique. J'adore ça. Est-ce que tes parents t'ont encouragé dans une voie plutôt qu'une autre? Parce que finalement, ils ont à la fois des professions et une nature très artistique. Ouais. Donc, on pourrait se dire que le champ est assez ouvert quand même. Mon père est médecin. Et du coup, je crois que je tiens aussi, et mon grand-père aussi, et ma grand-mère infirmière. Voilà, il y avait quelque chose où effectivement, la science et la découverte de l'humain et le soin de l'humain, surtout, était très, très présent. Mais d'un autre côté, quand t'as une gamine qui a 8 ans te dit « j'aurai pas de patron » et machin, de toute façon, si elle te dit... Tu vois, ils voyaient que quand j'ai dit « je veux faire S », ils m'ont dit « t'es taré ». Ils m'ont dit, les profs te le disent. On te dit que tu vas souffrir parce que voilà, et ils ont bien vu que de toute façon, j'allais le faire. Okay. Donc, ils ont eu la gentillesse de bien vouloir me payer des cours particuliers qui me faisaient souffrir, mais qui m'a... Vraiment, je souffrais, mais je voulais comprendre. Je me disais comment mon cerveau est fabriqué pour que je n'arrive pas à comprendre une division, quoi. Donc, finalement, j'en étais presque là à pas comprendre les divisions. Est-ce que tu as mis de la valeur sur ce qui est dur? Parce que du coup, si tu vas faire des mathématiques, alors que finalement... c'est ce qui te fait mal, mais il y a un challenge derrière. C'est le challenge. Voilà. Donc, en fait, j'ai pas mis de Tu t'es orienté vers le challenge, ce qui est dur, parce que ce qui est naturel, finalement, a moins de valeur, si c'est plus simple. Non, c'est pas une histoire de valeur. C'est une histoire d'intérêt dans la vie, quoi. Pourquoi, si tout est facile et que j'ai que je n'apprends rien, puisque par exemple, je sais dessiner. Je sais dessiner parce que mes parents peignent et sculptent et que je sais dessiner. C'est comme ça, c'est un don. C'est hyper intéressant parce qu'on sait ce qu'on disait, le côté travailler dur. Et en fait, qu'est-ce qu'on choisit moi, de m'enrichir. Ouais. Et ça, je l'ai déjà. Donc pourquoi je vais me complaire dans un truc que je l'ai déjà? Et la vie est courte, donc je veux apprendre des choses que je ne sais pas pour être encore plus riche. Et j'avais ça dès l'enfance. Je voulais absolument apprendre des choses que je savais pas. Et même, je me rappelle, je cochais des métiers en me disant non, celui-là, je vais y arriver un peu trop vite, donc je le veux pas. Qu'est-ce qui va m'être difficile et qui va me tenir toute ma vie? Et quel métier va me tenir une vie entière pour réussir à m'entertain, tu vois, te stimuler toute la vie. Et en fait, je me suis dit, c'est l'humain. Il y a que l'humain, en fait. Et donc, je me suis dit, ok, alors, si c'est pas biologie, peut-être sociale. Donc, est-ce que je vais pas faire... Et puis, j'en revenais toujours à l'art, parce qu'en fait, l'étude de l'humain, finalement, pour moi, ça passe par l'art. Sauf qu'encore une fois, j'avais toujours pas l'idée qu'on pouvait être artiste contemporain, et encore moins l'idée que je pouvais être actrice. Ça, c'était pas là. Et voilà comment c'est arrivé. Un jour, donc j'avais fait Beaux-Arts et Architecture, j'avais été prise dans les deux. Sauf que Beaux-Arts, ça m'avait semblé farfelu. Il y avait des gens qui mettaient du papier toilette sur avec des ressorts sur leur papier. Je sais pas, je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je me suis dit, oulala, je vais manquer de cadre, ou alors je sais pas. Ou alors je me suis dit, ça va faire plus sérieux archi, et de toute façon, je pourrais toujours me réorienter après, puisqu'on dit très très vite en école d'archi qu'un bon architecte est un architecte qui a réussi sa reconversion. Ah oui. Et au vu du nombre d'amis qui ne sont plus architectes aujourd'hui et qui ont trouvé leur voie différemment, je pense que cette phrase est assez vraie. L'école d'archi est quand même un endroit où on explore beaucoup de choses. J'ai même réalisé un film, par exemple. Ah oui, effectivement. Pendant la 3e année, pendant l'année où j'ai basculé vers actrice. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai en fait intégré, comme j'aimais écrire depuis toujours, mais que ça me manquait, puisque d'un coup, l'école d'archi, c'est un niveau de travail qui fait que j'avais plus le temps de rien faire, ni d'écrire, à part de construire des maquettes la nuit et d'être charrette, comme on dit. Je me suis dit, je m'inscris dans une compagnie de théâtre qui donne des ateliers d'écriture. Comme ça, au moins, je vais reconnecter avec ça. Et là, alors que j'avais pas du tout pensé à ça, la personne me dit, non, mais c'est bien que tu veuilles écrire, mais en fait, toi, il faut que tu sois sur scène. Et je comprenais pas du tout ce qu'elle me disait. Elle me disait, il faut que tu sois... je te mets d'office dans le spectacle de fin d'année du truc. Je voulais pas du tout. Je suis venue faire une apparition. J'ai pas trop compris pourquoi.
fait, elle avait trop compris, quoi. Elle. Moi, j'avais pas compris. J'avais pas vu, ouais. Pas du tout. Puis surtout, c'était pas... À partir du moment où j'ai compris qu'en fait, j'allais pouvoir associer mes mots, j'attends toujours, ça fait 15 ans que j'attends ça, mais un jour, j'ai compris qu'un jour, j'associerais mes mots à la scène. Ouais. Et là, j'ai dit, alors en fait, si je peux écrire et donc dire moi-même des mots que j'ai écrits et donc interpréter le monde comme ça, là, il y a peut-être une ouverture. Et ça a complètement changé ma vision du monde. Je me suis toujours pas autorisée à le faire. Hein. Donc c'est ça qui est intéressant, mais n'empêche que le déclic, il a été le jour où je me suis dit, je peux être actrice, je peux moi dire des mots et être payée pour ça. Donc la première étape, quelque part, c'est actrice, c'est interpréter. Non, justement. C'était justement créer moi-même mes textes. D'accord. Et justement pas être que marionnette, entre guillemets, puisque ce n'est pas qu'être marionnette, mais c'est quand même être dans le désir de l'autre. Moi, mon désir d'être actrice, il est parti de mon désir à moi de dire le monde. Et là, ma grande frustration, et c'est ça qui est intéressant, je pense, aujourd'hui, intéressant pour moi, en tout cas, que j'arrive à dépasser ce stade-là, c'est que j'ai tellement mis d'efforts maintenant dans l'accomplissement de ce rêve qui est d'être actrice et de dire les mots des autres, mais à un niveau d'exigence que je mets très haut, donc en tout cas dans mon envie d'interpréter les mots des autres au mieux, j'y ai mis tout mon désir de découverte de l'humain. Je ne sais pas si c'est clair ou pas quand j'en parle comme ça, mais en tout cas, moi, l'étude de l'âme humaine, je la mets vraiment dans les textes que j'interprète. Mais c'est vrai que c'est encore à un pas de distance du jour où je vais pouvoir peut-être écrire un seul en scène, peut-être écrire un film, peut-être les faire interpréter aux autres. Voilà. Mais à la base, c'est parti de là. C'est parti de l'envie d'écrire. D'accord. De toute manière, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on se bâtit dans sa carrière et comment on façonne sa vie et son destin et dans ses désirs. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans tout ce que tu dis, c'est le pas à pas, en fait. Est-ce que finalement, Rome se fait en 2 jours ? J'ai pas totalement la sensation que ça arrive pour beaucoup de personnes. D'ailleurs, j'en connais pas du tout. Et pourtant, je connais des athlètes, des entrepreneurs, des artistes. Et pour tous, ça se bâtit petit à petit. Il y a des efforts, il y a des réflexions, il y a parfois... on va à droite et puis à gauche, mais en tout cas, c'est autant de moyens d'expression qu'on teste, en fait. Ouais. Mais de toute façon, même les acteurs à qui le succès est tombé dessus du jour au lendemain, il ne faut pas oublier que derrière le succès, il y a des années ensuite de travail pour continuer à rester là-dedans ou pour redonner une direction à sa carrière ou pour... Voilà, donc de toute façon, c'est très rare, je pense pas qu'on puisse dire que quelque chose se fasse sans effort, mais encore une fois, comme on en parlait, il faut qu'il y ait quand même une dose de plaisir. Et moi, je sais que j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me l'accorder. J'ai eu l'impression de faire beaucoup, beaucoup de sacrifices, vraiment. Mais je voulais pas lâcher. Je voulais pas lâcher parce que c'est comme une petite lumière à l'horizon. Je me disais, à un moment, tu vas... c'est comme bêtement quelqu'un qui veut... je sais qu'au Japon, ils sont les sushis, par exemple. Il y en a qui peuvent apprendre dans des écoles de sushis. Ils vont faire du riz pendant 7 ans. Oui, tout à fait. Et voilà. Mais un jour, il va faire des sushis. Et moi, je me disais, un jour, tu feras des sushis, tu verras. Et c'est ça. Et je lâchais pas. Est-ce qu'il y a une quête d'excellence, en fait, qui te guide, du coup, dans tes choix ? Ah oui, clairement. Parce que moi, j'ai lu assez jeune des livres simples, mais fondateurs, comme... le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc, qui t'explique que tu peux très bien t'entraîner pendant des années à faire un bouquet de fleurs, qui est un art, évidemment, comme le tir à l'arc, comme plein de choses, et qu'en fait, si tu augmentes tes capacités dans l'art même de la cérémonie du thé, etc., tu vas aussi les augmenter à l'art du tir à l'arc, alors qu'entre-temps, tu t'es peut-être pas entraîné. Sauf que quand on devient un maître dans un des arts, en fait, on augmente ses capacités dans tous les autres, parce que finalement, tu travailles sur toi, donc c'est vraiment un travail de maîtrise de soi, un travail de... de toute façon, j'ai très vite senti avec le dessin, quand j'étais enfant, et avec l'écriture d'ailleurs, qu'à un moment, il y avait quelque chose qui venait à la fois de notre travail, et en même temps, de quelque chose qui nous venait. C'est ça qui me fascinait. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a un moment, on appelle ça l'inspiration, on appelle ce qu'on veut, mais moi, c'est ce qui m'intéresse dans la vie.
Vraiment. C'est-à-dire que je veux absolument comprendre quelle est à un moment cette vibration juste qui me fait être juste. Donc être juste dans la manière dont je vais tenir mon crayon et laisser faire la chose, ou dans la manière dont à un moment je vais écrire quelque chose et puis en le relisant, et ça il y a beaucoup de gens qui le sentent, qui se disent waouh, c'est moi qui ai écrit ça, quand, comment, dans quel état j'étais, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Et en fait c'est ça moi qui m'intéresse dans la vie, parce que je pense que au contraire, au lieu de vouloir justement tout maîtriser sur ce qu'on fait, parfois il faut savoir se mettre de côté et laisser faire. Et donc moi c'est ça qui me passionne le plus dans mon métier, c'est de donner à mon corps les outils qu'il faut pour que je puisse ensuite me mettre de côté. Donc, en fait, travailler mon texte, travailler mon corps, travailler mon esprit pour être capable à un moment de pousser tout ça de côté et en fait de plus être là, quoi. Et en fait, plus être là, de plus être dans le chemin, de plus être au milieu du chemin, de se mettre un petit peu de côté et donc de laisser l'inspiration venir, de laisser, alors certains diront le souffle du personnage, tout ça. Moi, je parle pas forcément de ça. Pour moi, tout est pareil, en fait. C'est la même chose dans tous les arts de la vie. Même être dans la vie, parfois, il faut savoir lâcher prise et se laisser faire, quoi. Combien de personnes lâchent prise, à ton avis, dans la vie ? Pas beaucoup, mais même moi, peu de fois. Hein. C'est pour ça que j'y travaille, en fait. Parce que c'est pas... Parce qu'on en discutait, on parlait des jeunes, effectivement, et tous ces jeunes qui doivent, trouver une trajectoire, choisir un métier, se trouver quasiment tout de suite. Alors, on leur fait choisir effectivement S, L. Alors, je ne sais pas maintenant quels sont les sigles à notre époque, je ne sais plus. Maths, je ne sais plus. Ouais, voilà. Après, c'est les études. Alors même que on peut être effectivement on peut avoir plusieurs talents, on peut exprimer, on peut avoir envie d'exprimer plusieurs facettes de sa personnalité, en même temps ou pas. C'est pour ça que je suis ravie qu'on puisse parler de tout ça, parce que je trouve ça tellement dommage de s'inscrire dans la rigidité d'une seule trajectoire sans se laisser la possibilité de faire des bifurcations, parfois des stops, des arrêts, et c'est pas grave. Si certains parents m'écoutaient, je pense peut-être qu'ils seraient pas très contents. Mais cela dit, moi, tu vois, par exemple... Ou au contraire, peut-être ça les libérerait parce que leurs enfants sont dans des désirs parfois de multi-possibilités. Ouais. Et en fait, c'est rassurant de dire aux enfants, tente ça, tu verras plus tard, tu pourras changer. Moi, j'ai entendu ça très très tard, en fait, vraiment très tard. Et je me disais, tiens, c'est un nouveau truc, en fait. Maintenant, dans la vie, on a le droit de changer de métier. Mais en fait, on a toujours le droit de changer de métier. C'est juste que ça demande un peu de temps et d'envie. Et voilà, mais c'est vrai. Il faut absolument il faut le dire aux jeunes, quoi. Ouais, je pense qu'il faut leur donner la possibilité d'explorer plusieurs chemins et d'avoir peut-être aussi plusieurs métiers. Mais on pourra nous targuer de ce facteur sécurité, en disant oui, mais rebifurquer sur une autre voie, ça demande de reprendre peut-être des études et de se reconvertir. Et ça prend du temps et peut-être que... Et la vie est courte, mais il vaut mieux la passer toute sa vie malheureuse, c'est mieux, comme ça. Oui, c'est vrai. Mais je suis bien d'accord avec toi. C'est pour ça que j'aime bien, moi, cette idée de battement d'aile de papillon. Un seul choix dans sa vie, parfois, peut t'amener à une trajectoire de vie complètement différente. Un seul choix. Ouais. Imagine, tu aurais continué l'architecture. Tu ne l'as pas fait. Non, oui, j'ai continué. En fait, j'ai fait le premier diplôme parce que quand même, mes parents, je voulais leur faire un peu plaisir, puis c'était un peu le deal, quoi. Ils m'ont dit, allez, va au moins jusqu'au premier diplôme pour nous rassurer. Et ensuite, ils m'ont soutenue. Mais c'est vrai que... Et si tu n'avais pas soutenu, Laetitia ? Je l'aurais fait. Tu l'aurais fait ? Ouais, ça, j'ai aucun doute là-dessus. Ouais. J'ai toujours eu des petits boulots à côté, de toute façon. J'ai fait un nombre de boulots complètement impressionnant. Mais j'ai toujours fait attention que ça ne m'empêche pas de continuer. Je sais pas, j'ai fait des choses qui m'ont enrichi, en fait. J'ai fait des boulots qui étaient périphériques à mon métier. Donc, j'ai essayé plein de choses. J'ai essayé tous les autres boulots. J'ai fait de la régie au début, en cinéma. Donc, la régie, c'est on prend les poubelles, on organise des trucs. Enfin, c'est... Voilà, bon. Mais on a besoin des régisseurs, sinon on fait rien sans eux. Après, j'ai fait de la déco. Puisque comme j'avais des talents en architecture, ils ont vite vu, quelqu'un a vite vu que je pouvais l'aider, donc j'ai intégré son équipe. Et ça, c'était en parallèle de mon métier, de ma formation, du moins, d'actrice. Je bossais pas beaucoup encore à ce moment-là. Donc j'ai fait de la déco sur les plateaux de cinéma, j'ai fait de la déco ensuite au théâtre. J'ai intégré une compagnie dans laquelle j'ai été scénographe, carrément.
C'était passionnant, c'était sur Roberto Zucco, donc c'était super, un très beau projet. Et puis, j'ai été première assistante réalisatrice. J'ai pas du tout aimé, c'est pas mon caractère, parce qu'il faut vraiment donner des ordres aux gens et être dans quelque chose, justement, d'assez mathématique, qui n'est pas moi. Mais j'ai essayé tout ça, voilà. J'ai fait vraiment beaucoup de choses, et j'en passe, jusqu'à aussi maquillage pour enfants, n'importe quoi. Je voulais tout essayer mais par contre, que rien ne soit suffisamment prenant pour m'empêcher de continuer à côté ma formation et ma recherche de... Et alors, comment ça s'est passé quand tu as commencé vraiment à embrasser cette carrière d'actrice, les castings, etc. Qu'est-ce que tu as vécu? Parce qu'il faut montrer les efforts aussi derrière. Moi, j'aime bien les backstage, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand... Je voulais te raconter juste quelque chose qui avant qu'on s'en éloigne, par rapport au fait qu'on m'a très souvent dit « Non, mais tu devrais le faire en loisir ». Et ça, c'est quelque chose, justement, quand on dit, il faut dire aux jeunes qu'on peut faire plusieurs choses. On peut faire plusieurs choses dans la vie à fond. Parce que pour moi, j'entendais toujours, je vais faire du théâtre en loisir dans une petite compagnie avec... je l'ai fait d'ailleurs, pas en loisir, mais en amateur, avec une superbe compagnie. Mais le côté loisir, je vais le faire avec des gens qui ont un métier dans la vie et puis qui, le soir, viennent dire des textes pour se faire du bien. C'est autre chose. C'est autre chose. Et si on dit à quelqu'un, un jeune qui est passionné par le dessin, bah non, fais-le en loisir à côté. Non, c'est une frustration qui est... Moi, j'avais une souffrance quand j'entendais ça à chaque fois. Je me disais, non, je veux que ce soit partie intégrante de ma vie, pas comme un loisir, parce que ça veut dire sinon qu'on dit toujours à ces gens qui ont des passions, mets ta passion à côté. Ouais. Fais un truc qui est sécuritaire et tu vas bien gagner ta vie. Alors, moi, j'ai jamais compris cette façon de penser, que beaucoup de gens appliquent autour de moi. Mais je peux pas, moi. Il y a vraiment quelque chose qui me tuait, en fait, à petit feu, de me dire, je vais faire un métier barbant pour avoir une retraite. Je serais peut-être morte, moi, avant la retraite. Ou acheter une maison. Voilà, ou acheter une maison, avoir un chien. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Mais à condition que la chose à laquelle on passe 80% de notre vie nous plaise. Moi, je peux pas comprendre qu'on accepte de faire quelque chose qui ne nous plaise pas. Je comprends pas. Donc, du coup... Mais c'est pour ça que je pense qu'on parle aussi de ça. C'est-à-dire que est-ce que des fois, on est en capacité de voir là où on va parce qu'on ne nous a pas appris à nous poser les bonnes questions, du type cette question qui est tellement simple, mais tellement révélatrice. Pourquoi je fais ce que je fais? Oui. Et souvent, on nous dit, mais il y a des gens qui n'ont pas le choix. Réfléchissons vraiment bien tout le temps. Je pense pas que ce soit une histoire uniquement de niveau social et de... Je pense que on peut faire des choses très très simples. J'ai vu une émission absolument magnifique sur des bergers, une émission de Lina. Enfin voilà quoi. C'est des bergers qui en fait lisent à longueur de journée des philosophes, des grands philosophes, des poèmes, des poètes et qui écrivent par exemple. C'est pas voilà, je veux dire ça c'est accessible. Et si leur rêve c'est ça et c'est d'écrire et c'est d'être justement poète. Voilà, ils ont décidé d'être bergers parce que ça leur permet de vivre leurs rêves. Et pourquoi pas? Et c'est peut-être on pourrait trouver ça un peu extrême, mais moi je trouve ça très beau. Complètement. Est-ce que tu veux bien du coup nous expliquer comment bâtit cette vie d'actrice? On voit souvent le résultat. Donc on te voit dans les films, effectivement, on te voit dans les séries. Là tout à l'heure, il y a un jeune homme qui t'a demandé une photo dans la rue, il était tellement content. J'aimerais bien qu'on puisse révéler à toutes les personnes qui nous écoutent aussi qu'est-ce que ça implique le métier d'actrice, pas à pas. Pourquoi? Parce que je suis sûre qu'il y a des personnes qui adorent ce métier et veulent entrer dans ce métier pour leur donner de la matière et savoir effectivement qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça engage comme sacrifice, comme bonheur, comme regard sur soi, sur l'autre. Un peu en vrac, pas besoin d'être super structuré. Mais... Non, mais sachant qu'en plus, il y a des manières très différentes de le faire. Et je pense très souvent à une actrice que j'admire, dont je regarde le parcours, qui a commencé en fait à peu près en même temps que moi, sauf que le succès est arrivé tout de suite, immédiatement pour elle. Et c'est Leila Bekti, que j'ai vue dans une conférence un jour dire « J'admire les actrices qui ont dû se battre pour faire ce métier parce que je n'aurais pas pu me battre. » Elle, à aucun moment, en fait, elle expliquait qu'elle a dû... Le premier film est arrivé, et puis un autre est arrivé, et puis etc. Et elle a surfé sur ce plaisir en travaillant, parce que c'est évidemment, je veux dire, il faut faire des efforts pour faire un travail de qualité. Bien sûr. Mais toute la partie accéder à un film, déjà, elle n'a pas eu à le faire.
Et moi, quand je l'ai entendu comme ça, je me suis dit, j'ai pas été jalouse, je me suis juste dit, nos parcours sont différents. Très bien. Moi, je dois, et je ne sais pas pourquoi, mais moi, je devais vraiment me battre parce que, étrangement, il se trouve que moi, je suis d'une culture mixte, française, et ma mère est libanaise. Et que, autant, je pense, Leïla, elle est identifiée clairement. Moi, j'étais toujours différente. Donc déjà que j'ai ce problème depuis l'enfance, à l'école, etc., d'être différente, sans jamais vraiment comprendre ce que j'avais de différent. Le problème s'est posé à nouveau ensuite, quand j'ai commencé ce métier. Et donc, on ne savait pas où me mettre. Et je retenais toujours la petite phrase... Inclassable, en fait. Je sais pas ce que les gens pensent, puisque je suis pas dans leur tête, mais en tout cas, ce qu'on me disait, c'est qu'on me disait non, mais on veut... Enfin, je veux dire, un jour, mon agent a reçu un appel en me disant on voudrait quelqu'un de plus normal. D'accord, c'est bien, sympa. Et en fait, ce qu'il voulait, c'était dire quelqu'un de plus classique, quelqu'un de plus français, quelqu'un de moins grand, quelqu'un de... je sais pas, on m'a tout dit. On m'a dit, tu vois, les mâchoires trop carrées... Donc, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, il va falloir se battre contre ça, mais comment, je ne sais pas. Et j'avais la petite phrase dans ma tête, nul n'est prophète en son pays, qui me faisait, en fait, de la peine, tout le temps. Je me disais, mais c'est dingue quand même. Ouais. Pourquoi c'est pas simple, quoi. Pourquoi c'est pas fluide. Mais j'ai très vite compris, en fait, que ce serait toujours comme ça. Parce que c'est comme ça, pour moi. Mais au final, j'y arrive. C'est comme ça en France ou à l'étranger? Parce que comme toi, tu as une carrière internationale, c'est très intéressant de voir la différence. Ouais. Je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du parcours personnel et de ce qu'on est venu faire dans ce monde. Il se trouve que moi, en général, je mets du temps à faire les choses. C'est difficile, mais au final, la récompense est très belle. C'est-à-dire que c'est comme ça pour tout. Que ce soit sur tous les plans de ma vie. Les choses ont mis du temps à arriver. D'ailleurs, mon symbole, c'est la tortue. Parce qu'entre le lièvre et la tortue, c'est la tortue qui gagne la course à la fin. Et il se trouve que c'est comme ça depuis le début. Après... c'est un mode de fonctionnement pour toi? Non, c'est vraiment, je le subis en fait. Mais je le subissais. Et maintenant, je l'ai accepté. En fait, c'est juste que c'est quelque chose qui est très étrange. C'est-à-dire que moi, je pense que si je devais m'inscrire dans un groupe humain, je pense que je fais partie et on est heureusement tous différents, je fais partie des gens qui ont plusieurs possibilités au départ. Et c'est une chance, mais c'est un handicap aussi. C'est-à-dire que dès l'enfance... choisir on nous dit qu'il faut choisir, mais moi, dès l'enfance, quand je me sens... alors, ok, nul en maths, nul en tout ça, d'accord, mais par contre, très, très à l'aise en artistique, en écriture, enfin tout ça, et en histoire, en fait en philo, en fait tout le reste, quoi. Je me sentais bien. Et on te dit, il faut choisir. Je peux pas. Je peux pas choisir. Donc pour moi, c'était comme une fourchette. Je disais, c'est la différence entre une fourchette et une aiguille. L'aiguille, elle va piquer, elle va aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. La fourchette, elle va aller moins loin puisqu'elle s'enfonce dans la viande avec tous ses pics. Mais à un moment, elle va y aller. Donc j'avance moins vite, mais j'avance sur tous les plans parce que sinon, je suis triste. Si on me dit tu vas faire que du dessin toute ta vie, je vais être triste de ne pas pouvoir écrire mes chansons comme je le fais aujourd'hui, travailler le chant parce que la voix, c'est la vibration ultime et c'est ce qui me plaît le plus. Parce que je pense que c'est là qu'on est le plus proche de l'âme humaine. Mais j'ai mis des années à comprendre tout ça. Oui, parce qu'on peut peut-être expliquer quels sont tous tes talents, parce qu'il y en a mes beaucoup. Talents, je sais pas. Enfin, en tout cas, moi, je pense qu'on a... En fait, depuis petite, je disais toujours à des gens à l'école qui me disaient « Ah, mais moi, je sais pas faire ça. » Et je disais « Mais oui, on sait pas le faire, mais ça se trouve, si on apprend, on va y arriver. » C'est pour ça que je voulais faire des maths et tout. Bon, j'ai abandonné, il faut se résoudre. Mais pas complètement, c'est ça qui est fou. J'ai un jour rencontré un super prof de maths et il m'a dit « Si moi, je t'explique les maths, tu vas comprendre. » Alors, il faudrait que je le recroise, je sais où il est, un jour, je vais y aller. Mais c'est juste ça m'a toujours fait de la peine de voir que certaines personnes se disent, et moi aussi, je me le disais, je ne sais pas, je peux pas. Et je me disais, non, il y a forcément un moyen. On doit pouvoir y arriver. Et donc, je suis têtue, par contre, ça, je crois que c'est clair. Et donc, je voulais pas choisir entre toutes ces... Il y a le dessin, je sais. Alors, le dessin, effectivement. La chanson. Oui, l'écriture. La chanson, je suis encore très timide, mais j'ai eu la chance, grâce à Barton Baker, qui sont des DJ électro-swing dont j'étais très fan il y a plusieurs années, qui, eux, sont aussi devenus fans de mon travail et qui m'ont dit, comme vraiment, je les appelle souvent mes anges gardiens, qui m'ont dit, allez, tu vas nous enregistrer une chanson. Ça m'a pris des mois, ils m'ont couru après parce que je travaille, ils savaient pas, mais moi, de mon côté, je bossais comme une tarée avec un prof de chant pour pouvoir...
Tu leur avais dit ça? Oui, mais non, en fait, ils me disaient, allez, c'est pour avril. Je disais, oui. Puis juste avant, je leur disais, je suis pas prête. Et je continuais. Et un jour, il m'a dit, c'est le 8 novembre, point. Et je suis arrivée, j'avais bossé partout dans tous les moments de ma vie, je chantais cette chanson jusqu'à arriver. Et finalement, on a fait 4 prises et c'était OK. Je suis pas encore au top. Elle est magnifique, cette chanson. Il faut encore que je la mettrai en lien. Merci. En tout cas, j'ai écrit ces paroles sur une musique sud-américaine très connue sur laquelle a chanté Lassa. Donc, t'imagines comme j'étais intimidée. Mais c'est pas grave parce que l'idée, c'est pas de chanter comme Lassa, c'est de chanter comme moi. Je vais réussir un jour à trouver ma vibration à moi. Donc, c'est cette quête-là. Et je fais aussi beaucoup de photos et d'images de films. Donc, un jour, de toute façon, tout ça va finir par se mêler, je pense. Se combiner en même temps, ou alors au fur et à mesure. On verra. Voilà. Comme tu disais, il faut savoir parfois... Il y a une phrase que tu dis qui m'a plu beaucoup, qui était qu'on peut laisser s'exprimer. C'est comme si on était nous-mêmes une grande chanson, ou une chanson, et qu'on pouvait parfois laisser s'exprimer certaines notes, et puis pas d'autres, et puis à d'autres moments une autre. Et donc, c'est des variations de notre être qui s'expriment à certains moments, et d'autres pas. Et puis d'ailleurs, je pense qu'il faut en laisser certaines en sommeil, parfois, pour que d'autres puissent s'exprimer et ensuite revenir, parce que je ne crois pas que ce soit vrai qu'on puisse tout faire en même temps, tout le temps. Mais il y a des gens qui m'inspirent, comme j'ai découvert récemment Lou Doyon, par exemple, qui, je ne savais pas du tout, a un talent de dessin incroyable, qui est de toute façon une artiste aussi aux multiples facettes, et qui n'a pas ce problème de légitimité, je pense, je ne suis pas dans sa tête, mais par son histoire et la position qu'elle a, on va dire, dans notre culture à nous, quand même. Je pense que c'est peut-être plus facile de dire, tiens, je vais chanter, je vais jouer la comédie, je vais dessiner. Peut-être pas, hein, je sais pas. En tout cas, de mon point de vue, elle m'inspire et je me dis, waouh, si elle le fait, pourquoi pas moi? Ouais. On peut se donner l'autorisation. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Elle s'est donné l'autorisation. Ouais. Parce que bien moi, souvent, j'ose pas encore le montrer. C'est complètement caché, alors que j'ai des. Et il te faudrait quoi pour te donner l'autorisation? Je pense qu'elle vient de me donner l'autorisation. En fait, ça a 2 semaines, quoi. C'est bête. Des fois, c'est les déclics. Et puis, on a parlé aussi, toi et moi, des slashers. Oui. Alors là, je me suis dit, incroyable. Alors, on va expliquer ce que c'est les slashers, parce que je trouve ça tellement intéressant. Effectivement, c'est des personnes qui ont des multiples talents, ou en tout cas, qui pratiquent de multiples activités en parallèle. Et on dit slasher pour le slash, en fait. Donc, métier, slash, métier, slash, métier, slash. Alors, c'est une tendance. Alors, est-ce que c'est une tendance? J'en sais rien, mais je sais que moi, je le vois depuis quelques années, où les personnes s'autorisent à ne plus avoir qu'un seul métier, mais plusieurs. Et ça, je trouve que c'est un changement de paradigme dans notre culture, peut-être. Avant, c'était un peu en mode survie, tu vois, faire plusieurs jobs à la fois parce qu'il faut payer ses factures, etc. Ouais. Et que, donc, l'intention était plutôt en mode, effectivement, survie. Ouais. L'intention, maintenant, est plus aspirationnelle parce que c'est, OK, je me rends compte que j'ai des multiples talents, ou en tout cas, j'ai des envies. Est-ce qu'il faut vraiment que je choisisse? Et il y a un moment où on fait un choix d'en faire peut-être 2, 3. Alors, généralement, les slashers, ils n'en ont pas 4, 5, 6. Non. Mais cela dit, si on enlève le métier, si on enlève le titre métier et qu'on dit écriture, chanson, l'écriture, ça peut être un roman, ça peut être un poème, ça peut être un film, ça peut être tellement de choses, mais la base, la source, c'est l'écriture. Et en fait, c'est ça aussi les slashers, c'est des activités. On peut se dire aussi, c'est des disciplines ou des activités. Donc, je trouve ça hyper intéressant et j'en vois de plus en plus. Ouais, et ce qui est étrange, c'est qu'il y a des gens que je vois souvent et que je comprends, qui disent « Mais moi, j'ai pas de multiples talents. Moi, je sais pas quoi faire. » Et c'est rarement vrai. Honnêtement, c'est vraiment rarement vrai. J'ai un exemple très près dans ma famille, vraiment de quelqu'un qui a passé sa vie à dire « moi, je fais un métier qui me plaît pas parce que de toute façon, je sais pas quoi faire. » Et je pense que c'est peut-être le plus riche d'entre nous, en fait. Sauf qu'il a fallu des années avant qu'il se découvre un talent d'écriture, mais il l'a toujours pas exploité. Hein. Mais déjà, il a accepté qu'il l'avait. Et c'est vraiment quelqu'un avec qui moi je me fâchais, en fait, parce que moi qui disais ouais, moi j'ai plein de talents, et enfin, je le disais pas comme ça, mais ça me paraissait une évidence qu'il fallait que je les exploite et que c'est du travail. Et cette personne en face qui tristement dit non, moi j'ai rien. Et je me disais comment on peut se retrouver dans un point au milieu pour essayer de voir, en fait. Et les gens qui souvent disent ça, je pense, sont dans le même blocage que moi. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai tous ces talents, mais j'ose pas. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais j'ose pas les
les montrer. Donc en fait, j'en fais rien. Si ça se trouve, ils vont mourir avec moi. Donc c'est complètement idiot aussi, pour l'instant, mon positionnement. Il faut vraiment, et je me fouette comme ça pour réussir à devenir, une slasheuse. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Et de l'autre côté, c'est pareil. Ces gens-là, en fait, ont certainement beaucoup plus de ressources. Il suffit, je crois, c'est Ethan Hawke qui l'a dit récemment, ça m'a beaucoup plu aussi, de suivre ce qui nous fait vibrer et de se dire, c'est pas forcément juste une activité extrascolaire ou extra-travail, etc. Peut-être qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien, qui me nourrit et qui est indispensable parce qu'on suit ce qu'on aime. Mais c'est peut-être le plus difficile, en fait. C'est de s'autoriser à se laisser vibrer et à faire ce qu'on aime. Et moi, j'ai beau le dire, je te le disais tout à l'heure, je fais ça, un pourcentage de mon temps qui est bien trop faible. Vraiment. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je fasse un tout petit point pédagogique sur, quand je dis multiples talents ou talents, pour pas que les gens croient que finalement c'est un peu quelque chose d'inné et tout à coup, je sais pas, on fait des poèmes assez incroyables, cosmiques ou des dessins absolument fabuleux. Dans toutes les personnes que je connais et qui ont des appétences pour certaines activités ou disciplines, elles travaillent, en fait. Ah oui. Elles apprennent, elles ont des mentors, elles ont des coachs, ou alors elles regardent des vidéos, des tutoriels, et elles façonnent, en fait, ce talent. Donc, c'est ça que je voulais quand même, bien sûr. Rajouter, pour pas qu'on croie effectivement que ça qu'on se lance des fleurs. Oui, je suis magnifique dans mon talent totalement inné et je suis née comme ça. Il peut y avoir un territoire. Mais bien sûr, puis quand je dis moi je sais dessiner pour moi. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Moi, j'ai un besoin de légitimité qui est juste un vrai problème et que j'ai mis beaucoup de temps à dire ok, je suis actrice. En fait, je crois que ça a 3 semaines. Vraiment. Ah oui, ouais, d'accord. Là, je suis sur un projet qui est le plus gros projet que j'ai fait jusqu'ici. Et même quand j'ai travaillé l'an dernier il y a un an et demi maintenant, sur le film de Terrence Malick qui n'est pas sorti, j'étais dans mes petits souliers, j'étais complètement impressionnée par les gens qui étaient là. Il y avait Mathias Schoenaerts, il y avait Reda Kateb, que j'adore, et qui, eux, étaient très à l'aise, apparemment. Et moi qui me disais, mais je vis un truc extraordinaire, ce qui reste vrai. Et là, très récemment, j'ai enfin découvert une espèce de détente et je me suis dit, oh, tiens, je fais juste mon métier. Et ça, c'est très, très nouveau. Et donc, ce que je voulais dire par la légitimité, oui, que le dessin, c'est le seul endroit, et vraiment l'unique endroit de ma vie, où j'ai réussi à trouver assez rapidement, grâce à ma mère, parce qu'elle m'a donné un conseil absolument étonnant, j'ai réussi à ne plus me poser de questions pour savoir si c'était bien ou pas. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est bien pour qui ? Et en fait, moi, je dessinais, donc, je suis droitière. J'ai toujours voulu être gauchère. Bon, c'est pas grave, je trouvais ça plus sympa. Je suis droitière. Et en fait, j'ai ce truc qui fait que je peux faire un dessin, partir du bout de l'orteil et dessiner un corps. Et le truc, il est bien, quoi. Je sais pas comment je fais. Sauf que ça intéresse qui, finalement, de savoir faire ça ? Ça touche qui ? Moi, ce qui m'intéresse à travers ma vie et mon art, c'est de toucher les autres et moi aussi, mais d'avoir quelque chose, je sais pas, quelque chose qui fait bouger quelque chose à l'intérieur, qui puisse émouvoir. C'est beaucoup sur l'émotion quand même. Et là, elle m'a dit, mais lâche prise en fait, dessine avec ta main gauche. Ta main droite, elle sait trop faire. Et donc, j'ai commencé à dessiner avec la main gauche, complètement tremblante, complètement, waouh, d'un coup dans un espèce de toute façon, ça va être tordu. Donc en fait, ce que je savais faire, je ne pouvais plus me baser dessus. En plus, je savais le faire sans comprendre comment je savais le faire, en plus de ça. Donc il y avait quelque chose qui m'appartenait pas aussi. Et d'un coup, j'ai dessiné de la main gauche. Et là, j'ai trouvé une liberté totale. Parce qu'il y avait personne qui allait attendre que mon dessin il soit juste. Donc, j'avais pas besoin de plaire aux autres. Est-ce que c'est rattaché, parce que je le vois aussi souvent, tu sais, des fois, on est guidé par une espèce de chimère, d'illusion, de vouloir être parfait dans ce que l'on fait, cette quête d'excellence qui est à la fois, je trouve, très intéressante parce qu'on donne le meilleur de soi, et en même temps très handicapante parce que du coup, syndrome de l'imposteur, on n'est jamais assez bon, on n'est jamais assez parfait. Et du coup, on ne se donne pas cette légitimité. Le syndrome de l'imposteur, il vient aussi, les petites problématiques de légitimité viennent de là aussi. C'est à quel moment je me dis que ce que je fais, c'est bien. Et des fois, on est super dur, je trouve, avec soi-même. On se donne des notes, quoi. C'est normal en même temps. On est formaté comme ça depuis qu'on est tout petit. Mais je pense qu'il y a quelque chose... moi, je vois ça sur le plateau en tant qu'actrice.
je sais que quand on a fait une scène et qu'elle a vibré juste, tout le monde le sait. C'est-à-dire que là, j'étais en tournage là récemment à Londres. Il y a quelque chose, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a quelque chose où d'un coup, justement, on lâche un peu, quoi. Et on lâche et la chose se passe. Et on peut lâcher parce qu'avant, on a fait ses efforts et avant, on a travaillé. Et là, dans le fait d'un coup de passer de la main droite à la main gauche, c'est ça qui se passe. C'est que d'un coup, je lâche l'envie d'être dans cette perfection-là et je laisse place à quelque chose qui s'installe de lui-même. Et j'ai pas envie, de toute façon, que ça plaise aux autres ou pas, en fait. Parce que d'un coup, c'est là, c'est comme ça et c'est tordu et ça me plaît. Et c'est vraiment parce que j'avais lâché ce besoin que ce soit bien, que c'est devenu à moi. Ça m'a appartenu parce qu'il y a personne qui va dessiner avec ma main gauche. Alors que plein de gens peuvent dessiner ce que je dessine avec ma main droite parce que c'est bien, c'est juste. Donc c'est parfait, je veux dire. Enfin, c'est pas... Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, c'est réplicable aussi c'est ça. Dans son métier, dans ce que l'on fait. Oui, alors c'est marrant. Je croyais que tu disais c'est réplicable. C'est-à-dire que ce que je fais avec ma main droite, c'est quelque chose d'assez standard parce que finalement, comme je veux bien faire, je ne laisse pas de place à l'inattendu. Je ne laisse pas de place à la magie. Ah oui, tu crées des barrières, en fait. Parce que je fais pas exprès, je veux bien faire, comme bien sûr. Plein de gens. Évidemment, on veut bien faire. Et la main gauche, comme de toute façon, elle sait pas faire, et ben là, je m'exprime. Et il se passe des trucs, et pareil, je dis, oh, c'est moi qui ai dessiné ça. Et ça m'est étrange. Et du coup, j'adore. Ça m'est magnifique. Je trouve ça magnifique parce que c'est presque... En fait, c'est presque pas de moi, et en fait, c'est justement tellement moi. Mais je ne me l'autorisais pas avec la main droite. Et ben en fait, maintenant, j'essaye de jouer, comme je dis, de la main gauche. C'est-à-dire que je me dis, arrête de vouloir bien faire. Laisse-toi faire. Et c'est beaucoup, beaucoup de courage, en fait, et je l'ai pas toujours. Mais quand je l'ai, et ben d'un coup, le réalisateur saute de sa chaise, les producteurs sortent de leur salle et c'est arrivé là, et ils disent Yes, we have it. On l'a. C'était en anglais, là, pour le coup. Parce que d'un coup, voilà, il faut lâcher, il faut accepter de se laisser faire. Je crois que ça fonctionne tout le temps. Pour tous les gens avec qui j'ai discuté de ça, ouais, je crois. Et c'est finalement assez malheureux quand je vois certaines personnes, et moi la première, ne pas arriver à lâcher parce que par peur, par manque par envie de maîtrise. Et il y a des fois, ça m'est arrivé de me dire c'est dommage. Ouais, t'as bien fait. Bah, c'est bien fait, c'est bien, super. Mais ça n'a pas été transcendé. Parce que j'ai pas laissé la place à ça. Tu sais, moi, je pose souvent la question justement sur le lâcher prise quand j'ai des personnes qui me disent oui, mais j'ai besoin de lâcher prise. Je leur pose la question, mais tu veux lâcher quoi, en fait? Parce que dans le lâcher prise, il faut savoir quelle partie de nous, ou en tout cas quel fonctionnement, fait un peu souffrir ou fait du mal, ou en tout cas nous tient dans des retranchements qui nous fatiguent. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de lâcher? Ça enlève de l'énergie. C'est un très bon... Je pense que c'est vraiment un super bon conseil que tu donnes, parce que aussi, je me souviens de toutes les fois où, justement, moi, comme je suis une têtue, si on n'a pas compris encore, les fois où j'ai pu arriver des fois à lâcher, c'est parce qu'en fait, je n'en pouvais plus. C'est-à-dire que je me suis tellement fatiguée que d'un coup, à pas vouloir comprendre, que d'un coup, quelque chose en moi a lâché par épuisement. Donc maintenant, j'essaie de plus faire ça, mais il m'a fallu tout ce parcours. Oui, ça mène au burn-out, ça, généralement. Oui. Et en fait, je pense que j'ai fait plein de mini-burn-out, mais il se trouve que maintenant, j'arrive vraiment à sentir, en fait. Maintenant, je commence à repérer, à me dire, ouh là là, tu t'es encore trop mis la pression. Et cette légitimité arrivant aussi doucement parce que j'estime avoir fait les efforts qu'il faut. Parce que tu as combien d'années de carrière là maintenant en tant qu'actrice? En fait, c'est difficile de calculer quand ça a commencé, mais le premier rôle que j'ai eu, c'était en 2008. Et alors là, autant te dire que je me sentais pas légitime. Je me suis dit pourquoi ils m'ont pris moi? Qu'est-ce que ça va pas? Et c'était dans HeroCorp de Simon Astier, qui était une super série sur les super-héros, où j'étais une super-héroïne indienne qui se dédoublait en une petite blonde. C'était génial. Et donc, mais ça me paraît tellement loin. Et voilà, aujourd'hui, j'arrive maintenant à repérer les mécanismes et à me dire, tu sais quoi, vas-y, stop, écris une chanson. Hein. Arrête, fais autre chose. J'essaye justement de jongler d'un truc à l'autre pour pouvoir laisser comme une bonne pâte. J'adore faire du pain, par exemple, et bien, il y a des fois, il faut laisser reposer le pain, en fait. On ne peut pas faire autrement. Ça sert à rien de pousser dessus, ça sert à rien il faut laisser reposer. Il y a deux idées qui me viennent en tête. La première, c'est quand je travaille avec des athlètes de haut niveau. Et en fait, quand je suis avec des sportifs qui sont amateurs, mais qui visent le haut niveau,
et qui vise comment je pourrais dire ça ? Je vais essayer de structurer ma pensée. Qui me disent, par exemple, j'aimerais être dans le top 3. Et je leur dis, mais pourquoi pas la première place ? Ah bah non. Et en fait, je leur explique que n'importe quel champion, avant d'être champion, il ne l'est pas, déjà, mais par contre, il s'imagine l'être. Et du coup, cette vision de s'imaginer champion, il le rend vivace dans son imaginaire. Et plus c'est vivace à l'intérieur de lui, plus il y croit. Plus il y croit, plus il est convaincu qu'il va devenir champion. Plus il est convaincu qu'il va devenir champion, plus il en est convaincant. Et on arrive sur des podiums. Mais avant de devenir champion, donc si je fais un parallèle pour toutes les personnes dans leur vie, ce sera avant d'accéder à vos désirs les plus profonds, imaginez-les aboutis, en fait. Ça les rend vivaces dans votre inconscient. Votre inconscient le capte comme un message. Plus c'est vivace, plus vous y croyez. Plus vous y croyez, plus vous êtes convaincu. Plus vous êtes convaincu, plus vous êtes convaincant. Ouais, et alors c'est intéressant aussi ce que tu dis sur l'idée de champion, parce que moi, je me suis quand même, on m'a quand même beaucoup demandé et je me suis interrogée sur, ok, pourquoi je fais ça, en fait parce que moi, je me suis jamais, par exemple, projetée, tiens, je vais avoir un Oscar, quoi. C'est pas l'idée. Et justement, je me demande, enfin, c'est pas l'idée, c'est complètement vivace dans mon imaginaire, hein, y a pas de problème. Simplement, ce champion, par exemple, dont tu parles, est-ce qu'il veut être champion pour être champion, ou est-ce qu'il veut être champion parce qu'il adore est-ce qu'il adore être athlète, et le plaisir, la notion de plaisir. Et ça a été très flou pendant longtemps. Moi, ça va mieux, mais c'est encore parfois compliqué. Sur, attends, tous ces efforts-là, tu le fais pourquoi ? Et donc, heureusement que moi, j'avais les mots toujours au départ, et que je me suis pas menti sur le besoin aussi de reconnaissance et d'être vue. Je me suis pas menti là-dessus, mais j'aurais pas continué si j'avais réalisé que je le faisais que pour ça. Alors, c'était impossible. Il y a tellement d'autres choses à faire. Et puis que de toute façon, le danger de ça, c'est que le jour où ce besoin est guéri, en fait, s'il n'y a pas derrière l'amour du métier, l'amour des mots, l'amour de tout ça, l'amour de pourquoi on fait ce métier-là, ou pourquoi ce champion court 8 heures par jour, se fatigue sur son terrain. Si c'est que pour être champion, derrière, c'est des vrais burn-out, mais définitifs. Et Absolument. Ça arrive. Oui. Et moi, je me suis demandé à un moment, attends, le jour où tu vas avoir atteint quelque chose où tu estimes que tu as réussi, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis, je le découvre à peu près là, en même temps que je vous parle, puisque je pense que pour la première fois de ma vie, j'ai eu, pas tout le long de ces jours de tournage où j'étais là 1 mois à Londres, mais il y a vraiment eu des moments où j'étais légère et je me suis dit, waouh, j'ai le droit de juste m'amuser là, de juste faire mon métier. Et donc, je vais en fait découvrir maintenant plein de nouvelles choses sur, ah oui, ok, je vais pouvoir re-remplir tout ce métier peut-être d'une autre manière et allégé d'un certain besoin de reconnaissance. Mais voilà, j'ai vraiment fait attention à ce que ce ne soit surtout pas le cœur de pourquoi je faisais ça. Parce que ça aurait été, je pense, dangereux, en fait, tout simplement. Écoute, moi, je vais abonder dans ton sens. Je vais te donner un petit exemple. Il y a un jeune pilote automobile qui s'appelle Louis Rousset, qui a 21 ans aujourd'hui. Et lui, quand j'ai réalisé son interview, il disait qu'une chose, il fonctionne au plaisir. Le plaisir est tellement fort dans chacune de ses cellules, de son cœur, de son corps. Et il te dit, mais moi, j'adore la compétition, j'adore me mesurer aux autres. Et c'est pas arrogant, c'est juste un jeu, en fait. Et il est là, mais j'ai envie de montrer que je suis le meilleur. Mais quand il te dit ça, il est joyeux, en fait. Et il se dit, mais moi, je me vois sur le podium, j'adore ça, j'adore être pilote, j'adore les sensations. Et il ne fonctionne, son carburant, c'est le plaisir. Et en fait, il a débuté dans la natation, alors que maintenant, il est pilote de course. Et dans la natation, il a eu des entraînements tellement durs, mais dans le sens, un environnement qui n'était pas le bon, qui n'était pas humain, ça l'a dégoûté, il a complètement, on va dire, il s'est auto-saboté dans des compétitions pour être mauvais et pouvoir arrêter cette carrière. Donc oui, tu as tout à fait raison. Quand tu fonctionnes à l'amour de ta discipline et que tu injectes cette part de plaisir qui est absolument fondamentale dans l'équation de la réalisation de soi, alors tu es endurante ou endurant dans l'effort. Tu es endurant ou endurante, pardon, parce qu'il y a des hommes et des femmes, mais je fais de l'inclusif du coup. Mais les efforts, les épreuves, les obstacles que tu dois forcément et logiquement surmonter, tu vas avoir la flamme qui est assez vivace pour dépasser tout ça. Si toutefois tu n'es qu'à l'objectif, à savoir effectivement ce qu'on appelle l'accomplissement par l'accomplissement, donc comme tu le disais,
je veux atteindre absolument cet objectif et je me force et je me pousse dans mes retranchements et du coup, ça te draine toute ton énergie. Oui, c'est le burn-out assuré. Mais j'ai beaucoup fait ça. De sens. Moi, j'ai beaucoup fait ça et c'est vrai que quand j'entends ce jeune pilote, je me dis... il faut vraiment maintenant que je réoriente ma vie sur le plaisir, justement, parce que je crois que je peux enfin me l'autoriser. Mais en fait, cette autorisation, voilà, c'est incroyable. En fait, moi, j'aurais aimé qu'on m'apprenne ça quand j'avais 20 ans, quoi. Tout de suite, en fait. Dès que j'ai changé, que j'ai voulu être actrice. Parce que finalement, c'est très, très flou, quoi. Vu le nombre d'efforts et la quantité de travail que ça demande pour réussir à ce qu'on nous dise quand même non, à peu près 150 fois sur 151, quoi. C'est à peu près... C'est-à-dire que moi qui passe énormément de self-tape, donc par exemple, c'est ce qu'on appelle des self-tape, donc on s'auto-filme pour des castings. Je fais ça beaucoup puisque je travaille beaucoup avec l'étranger, beaucoup avec la France maintenant grâce au Covid qui a intégré ce système de casting à distance, qui est pas inintéressant parce que ça nous permet de ne pas vivre qu'à Paris, d'avoir un pied à Paris si on veut, mais un pied ailleurs, et de pouvoir toujours être capable d'auditionner. Donc c'est quand même, moi je trouve génial. Ce qui est qu'une première partie. Ensuite, rien ne remplacera le travail avec le directeur de casting ou avec le réalisateur, bien sûr, en réel. Hein. Mais pour une première autorisation à auditionner, c'est génial. Et en fait, c'est à peu près... Quand j'ai eu, par exemple, ce Terrence Malick, mon agent m'a dit... Enfin, je lui ai dit juste avant, je lui ai dit, j'en peux plus. J'en suis à 120 castings, là, depuis. Et ça fait 120 non. Je n'en peux plus. Et elle m'a dit, mais en général, tous les acteurs que j'ai, moi, dans mon agence, elle me dit, ils réussissent à peu près un casting sur 100. Ça veut dire qu'il faut qu'on nous dise non 100 fois avant qu'on nous dise oui, à peu près. Et pour être capable d'accepter ça, il faut évidemment qu'il reste du plaisir ailleurs. Et je crois que moi, si j'avais, dès le début, pris cette notion de plaisir, si je m'étais autorisée, en fait, à avoir plus de plaisir à chaque étape du parcours, juste j'aurais été un peu plus légère, un peu plus heureuse. Voilà, bon, c'est pas grave, je peux l'être maintenant. La vie, elle est maintenant, donc je vais le faire à partir de... Je suis en train de le faire un peu plus. Mais c'est ça, c'est s'autoriser à malgré tout suivre ce qui nous fait vibrer, suivre ce qui nous fait plaisir et se dire que c'est là que les portes vont s'ouvrir. En fait, je le sais depuis toujours, ça. J'ai cet instinct depuis toujours et j'ai un petit peu de mal à l'appliquer assez. Donc, je le fais suffisamment, je crois, pour que justement j'arrive à suivre mon parcours et que les portes s'ouvrent doucement. Mais j'aimerais le faire beaucoup plus. Ouais, quand il y a beaucoup de personnes qui ont ce fonctionnement aussi, tu sais, on a appris à travailler dur. Les injonctions. Voilà. Et finalement, la satisfaction vient au résultat. Au moment du résultat. Sauf que le moment d'allégresse, finalement, il est fugace parce qu'on te dit oui, mais c'est une fraction de seconde. T'es contente peut-être pendant quelques heures. Et puis après, il faut repartir dans le travail. Donc effectivement, ce que tu dis, c'est très juste. Apprendre à se poser sur chaque étape de son parcours et d'en apprécier l'essence. D'apprendre de ses échecs, de rebondir, d'être flexible sur ses appuis, de fêter ses victoires, toutes les petites victoires. Parce que, bon, encore une fois, moi, ce que je peux dire de mon expérience sur le coaching et des coachés que j'ai, bien souvent, effectivement, ils sont en quête de ce résultat et du coup, ils oublient tout ce qu'ils ont appris en chemin, tout ce qu'ils ont fait et ce sont tellement de victoires à faire rayonner et ça donne de la fierté et ça donne du fuel et ça donne de l'énergie et ça fait du bien. Mais en fait, c'est un mécanisme qu'il faut apprendre, c'est-à-dire que par exemple, rater un casting, c'est rater un casting, sauf que c'est pas que ça, en fait. Parce que si on regarde, moi, si je me base sur mon parcours, j'ai fini par comprendre qu'en fait, les castings que j'avais ratés, c'était des pierres que j'avais posées pour de futurs projets que j'ai eu 4 ans plus tard, par exemple, sans casting. Parce qu'en fait, la personne que j'avais vue à cette époque-là s'est souvenue de moi. Entre-temps, a vu mon travail ailleurs. Mais tout ça, moi, je l'ignore pendant 4 ans. J'ai l'impression que j'ai raté. Et même tu l'oublies peut-être. Je le sais même pas, en fait. C'est des choses que j'ai découvertes 4 ans après. Quand la personne me dit, voilà, je te rappelle et t'as ce rôle. Ah bon, mais comment, pourquoi ? Parce qu'il y a 4 ans. Moi, je croyais que j'avais raté ce casting. En réalité, je l'ai pas raté. Je l'ai passé. Et j'ai travaillé. Et ça a été très, très long aussi d'apprendre à aimer le processus.
Parce qu'en fait, si on se concentre que sur on va me dire oui, on va me dire non, évidemment que c'est violent. Alors qu'en fait, le processus, c'est ok, je me prends un laps de temps limité, j'y passe pas 1000 ans, j'y passe 2 heures, et je m'amuse à être le personnage. Et si c'est moi, c'est moi. Si c'est pas moi, next. Et il y a cette phrase, pour moi, là, qui m'a sauvé la vie depuis quelque temps, qui est next. C'est-à-dire, vraiment, quand il y a quelque chose qui me pose problème... Ça fait du bien. Je passe. Allez, c'est pas grave. Avance, continue. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'empêche, là, à l'instant présent, d'aller bien? En fait, en vrai. Regarde, 2 secondes. À chaque fois, je respire et je me dis... Là, j'ai eu des émotions assez difficiles par rapport à des choses récemment. Et à chaque fois, je prenais une grande respiration et je me disais... Ok, en fait, le sol ne s'est pas écroulé. Je suis encore en train de respirer. Et oui, c'est dur, mais qu'est-ce qui m'empêche là, maintenant, de me dire qu'il y a du positif? Et donc, je cherche le positif. Et là, le positif dans le casting, il est évident, en fait. Pas tant que ça, mais quand on a compris, il suffit de compter les trucs positifs qu'il y a. Ah oui, donc j'ai rencontré cette personne. J'étais à l'heure. J'ai pas raté ma présentation. Oui, ok, je l'ai pas eue. Mais elle va se souvenir de moi. Et peut-être qu'elle va parler de moi au producteur, et peut-être que, etc., etc. Donc, voir le positif et se dire, c'est assez, en fait. Ouais. C'est assez, c'est bien, ça suffit, stop. Et maintenant, next. Et se satisfaire de chaque petite étape aussi. Parce que parfois, le plaisir, il n'y en a pas parfois aussi. Il y a des fois, il n'y a pas de plaisir. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, là, à l'instant T, ça a été vraiment pas facile. Et donc, next. Et revenons au plaisir, du coup. Et qu'est-ce qui va pouvoir me faire plaisir dans l'étape d'après? C'est ça. Voilà, parce que c'est pas vrai aussi, parfois on nous fait lire des trucs un petit peu illuminés, tu sais, surtout américains, je trouve, où il faut toujours suivre le plaisir, voilà, faire l'amour, pardon. Oui aussi, pourquoi pas. Lapsus. Mais oui, aussi. Alors, je recommande. Non, mais si. Mais l'amour est un sujet super important. Non, mais je veux dire, faire tout avec amour, etc. Ouais, oui, parfois c'est pas possible, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, le pas d'après sera peut-être possible. Il faut pas se focaliser, voilà, sur... ce qui va pas, quoi. Oui, non, complètement. Alors, ce que je te propose du coup, c'est peut-être, on peut faire une conclusion pour récapituler un peu tout ce qui peut être intéressant. Si on y arrive. Ouais, si on y arrive. Alors, faire l'amour. Faire l'amour, ça c'est hyper important, ça fait beaucoup de bien, ça c'est sûr. On a parlé effectivement de mettre du plaisir dans tout ce qu'on fait. Je dirais même exactement comme un spéléologue, d'aller trouver qu'est-ce qui nous fait plaisir, en fait? Parce que parfois, c'est caché derrière quelque chose qu'on ne voyait pas parce que c'est un gros effort. Et donc, voir qu'il y a quand même un plaisir quelque part. Tout à fait. La deuxième chose que moi, là, j'ai en tête, c'est au lieu du travailler dur, plutôt travailler différemment. Travailler peut-être dans la détente, travailler dans le plaisir. Et ça amène à des résultats aussi. Voilà. Plus juste en général. Plus juste. Ouais, moi aussi, j'espère, en tout cas. Ouais. Troisième chose, cette quête de perfection, peut-être mettre progression au lieu de perfection? Oui. Puis je dirais même laisser l'inattendu surgir un petit peu, parce qu'avec la perfection, en fait, on bloque tout, quoi. Exactement. Donc il n'y a plus de place à qui on est vraiment, mais on l'ignore. Ouais. Que la surprise est peut-être parfois plus intéressante que la perfection. Ouais. Se laisser peut-être embarquer dans des trajectoires insoupçonnées. Ouais, bifurcon. Bifurcon. Pour tous les plus jeunes qui nous écoutent, de leur dire que la vie n'est pas fixe et qu'on peut effectivement bifurquer, aller à droite, aller à gauche. Alors moi, un jour, on m'avait dit, je sais pas si je peux... Bon, allez, je le dis, j'étais jeune, je devais avoir 16 ou 17 ans. La mère d'une copine m'avait dit la chose suivante, elle me dit, on parlait d'amour et de petits copains. Et j'étais hyper amoureuse d'un garçon et il m'aimait pas. Bon, voilà, c'était l'histoire. Donc j'étais un peu dégoûtée. Et elle m'a dit, tu sais, Vanessa, elle fait, dans un orchestre, il y a plusieurs instruments. Et ce qui est intéressant, avant d'être chef d'orchestre, c'est de tester un peu tous les instruments. Et en fait, ça m'avait fait du bien. Alors, je sais pas comment on peut après le traduire, hein, mais en tout cas, ça m'avait fait lâcher quelque chose de me dire, il n'y a pas qu'un instrument de musique, en fait. Je peux en tester plein, et ça va m'apprendre plein de choses, et c'est pas grave, et c'est OK. Donc... D'ailleurs, ce slasher dont tu parlais, qui était à la fois agriculteur et clown, voilà. Je t'avais raconté cette histoire, voilà. Et ça peut être aussi varié que ça. Ça peut être... Ou alors celui qui crée des t-shirts et qui est chef d'entreprise à côté, et pourquoi pas. Et c'est une vraie activité. Donc on peut vraiment se... détendre. Ouais, complètement. Détendez-vous les jeunes. Détendons-nous les grands. Détendons-nous, exactement. Voilà, je pense que ça peut être une jolie conclusion. Ouais. Est-ce que tu veux partager des actualités à venir ?
pas? Oui. Ou c'est encore secret? On peut dire que cet automne, je serai donc sur France 2 dans une série de Karim Moiret qui s'appelle L'Absente, aux côtés de Thibaut de Montalembert, avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer, et Clotilde Courreau. Donc ça, c'est pour bientôt. Et puis, vous allez pouvoir me voir si vous allez au cinéma, dans les films donc d'Yvan Attal, Les choses humaines, d'Isilde Lebesco aussi, qui a fait un très chouette film qui va s'appeler Connemara. Et puis je participe, je suis passée par les films, on va dire, de Philippe Leguet, ça va s'appeler La Menace, et de Bernard Campan et d'Alexandre Jolien, et ça a été une très belle aventure aussi. Il s'appelle Presque, le film. Pareil, j'ai fait que passer parce que j'avais une petite participation, mais ça a été très très beau, un tournage sur lequel on méditait en fait le matin tous ensemble. Quelques minutes. C'était votre pratique C'est la pratique qui a été amenée par Alexandre Jolien, qui est donc un superbe philosophe. Génial. Et qui nous demandait qu'est-ce qu'on allait amener tous ensemble dans cette journée. Alors, c'était vraiment équipe technique et comédiens confondus. Et donc, qu'est-ce qu'on allait y amener? Qu'est-ce qu'on allait y laisser aux autres, en fait? Et joli, c'était hyper intéressant. Et donc, voilà, c'est un film que j'ai hâte de voir. Ok, c'est super. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour... Alors, je sais que tu n'aimes pas le mot, ton authenticité. On l'a dit tout à l'heure, mais j'aimerais bien le redire. Vas-y, dis. Et j'ai évidemment, tu l'as dit, mais je veux bien le dire, qu'il y a le film... donc là, je ne fais pas que passer, puisqu'on a les deux rôles principaux avec Pierre Rochefort, qui a été un partenaire, un amour de partenaire. J'ai adoré jouer avec lui dans le film de Pierre Filmon. Ça s'appelle Entre deux trains et ça sortira le 10 novembre. Génial. Bon, écoute, merci beaucoup. En tout cas, ça a été super agréable de parler avec toi. Et puis, c'est vrai qu'on a abordé pas mal de sujets. Je ne sais pas si c'était pas un peu chaotique. Parfois, on est passé sur plein d'embranchements, mais c'était hyper intéressant. Et je pense que les gens prendront la pure substance de ce qui les intéresse. Donc, merci beaucoup, Laetitia, merci du temps que tu as partagé avec moi et avec nous. Ouais. Merci. Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a enrichi et donné envie d'aller encore plus loin dans vos réalisations. D'ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le soutenir en partageant au maximum autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Votre soutien m'est ultra précieux. Je voulais aussi vous inviter à vous inscrire à ma newsletter bimensuelle pour être les premiers à connaître les prochains invités de The Soulmate Show, mais aussi pour bénéficier de conseils coaching pour vous déployer sans stress ni sacrifice inutile. Je ne les diffuse nulle part ailleurs et ces conseils vous sont 100% dédiés. Alors, pour cela, il suffit de vous rendre sur mon site www.vo-coaching.fr. C'est en bas de la page d'accueil. Quant aux entrepreneurs, athlètes et artistes professionnels qui désirent aller encore plus loin dans leur performance, je vous invite aussi à aller sur mon site pour découvrir les parcours de coaching qui vous sont dédiés et prendre rendez-vous si c'est le moment de passer à l'action. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode de The Soulmate Show, le podcast qui ne désire qu'une seule chose, réveiller les ambitions, même les plus contrariées.